Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Tech Sama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Pas mal d'actualités intéressantes, beaucoup de choses en rapport avec le CES qui arrive très bientôt. Et d'ailleurs, commençons tout de suite. Comme d'habitude, vous aurez une table de matière dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Et justement, la première news de la semaine, c'est le fait que le CES arrive très bientôt. Ce sera du 7 au 10 janvier à Las Vegas. Je vous rappelle que le CES, c'est le Consumer Electronic Show et c'est basiquement le plus gros show d'électronique au monde. Donc vous avez le Computex qui est plus genre hardware, des trucs vraiment le matériel, pas forcément des trucs pour, on va dire, le commun des mortels. Des fois, il y a des trucs très geeks. Alors que le CES, par contre, oui, non, là, c'est pur, vraiment TV, téléphone, tablette, voiture avec IA, beaucoup d'IA certainement cette année et tout ça. Donc, c'est vraiment le focus du CES et c'est l'un des plus gros shows à propos de ça. Et j'ai l'honneur de vous dire que je serai présent. J'ai été invité par une marque qui va me permettre d'y aller. Je donnerai plus de détails quand ce sera le CES. Mais du coup, ça va me permettre aussi juste d'aller voir le CES, juste aller visiter et essayer de voir ce qui est d'intéressant. Donc, je vous pose la question dès maintenant, c'est tout simplement qu'est-ce que vous voudriez voir comme contenu de ma part au CES? Il y a quelques marques de hardware qui sont présentes, surtout les plus grosses. Donc ça, forcément, je vais leur payer une petite visite, ça semble logique. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas très hardware. Alors, je vais pas commencer à couvrir de TV et tout ça. C'est pas vraiment mon focus ou autre. Mais le truc, moi, que je vois déjà au minimum que je vais faire, c'est juste y aller pour voir ce que c'est. OK? Juste pour moi, personnellement, y aller. Et puis après, j'aimerais bien faire une vidéo des pires trucs que je vois. Vraiment les pires technologies que je regarde. Je suis en mode, mais qui s'est dit que c'était une bonne idée? Ça, je pense que ça pourrait être très intéressant. Et puis, et ce sera selon mon avis, évidemment, les pires technologies, hein, chacun a son avis. Et puis, évidemment, aussi les meilleures technologies, par contre. Les trucs où je suis vraiment en mode, ça, c'est le futur. Et pas mettre une IA sur une souris, par exemple, comme le font certains. Ça, à mon avis, il va y avoir beaucoup. Ça pourrait être aussi une autre vidéo, essayer de trouver le pire produit possible avec des IA intégrées. Mais bon. Et il y aura aussi d'ailleurs les French Hardware qui seront présents. Et si vous savez, avec French Hardware, on fait une série sur RTBF XP, qui est On n'est pas des Yankees. C'est une émission tech qui commence à être pas mal connue maintenant. Il y a même beaucoup de gens qui me reconnaissent pour ça plutôt que mes autres chaînes. Donc voilà. Bon, après, on voit tout le temps ma tête sur les Yankees, alors que, par exemple, ma chaîne Aurélien Sama Gaming, on voit jamais ma tête. C'est juste mon personnage Minecraft. Donc c'est différent quand on y pense. Mais du coup, comme ils seront présents et je serai présent, normalement, vous aurez aussi une vidéo des Yankees là-bas. Donc ça pourrait être plutôt intéressant. Du coup, voilà. Juste dites-moi, qu'est-ce que vous voulez au CES? Moi, j'ai envie de faire un contenu qui est bon. Montrer les pires trucs et les meilleurs trucs, c'est assez générique, on va être honnête. Mais bon, ça dépend aussi de mon avis et je pense que j'ai un, voilà, j'ai une bonne connaissance quand même de la tech et que si je dis que ça, c'est vraiment le futur, je pense que c'est, voilà, c'est une bonne chance d'être le futur ou en tout cas, ça devrait être ça le futur selon moi. Et si je dis que quelque chose est vraiment stupide, selon moi, ça, c'est certainement assez stupide. Ou alors, j'ai pas du tout compris l'intérêt et que ça me passe au-dessus de la tête. C'est tout à fait possible aussi. Je suis humain, je ne suis pas parfait. Peut-être que je ne comprends pas certains trucs qui pourtant sont hyper importants pour beaucoup de gens. Mais voilà, je pense que mon avis sera intéressant. Surtout en tant que personne qui s'y connaît beaucoup en hardware. Et maintenant, oui, je vous pose la question, est-ce que vous voudriez voir quelque chose en particulier? Est-ce que vous connaissez une marque que vous aimeriez bien que je visite? Je vais essayer de visiter des marques que j'ai en contact. J'aimerais bien visiter Framework notamment, voir s'ils ont des nouveautés, lors du CES. J'ai fait une vidéo récemment sur le Framework Laptop 13 et vous avez pas mal aimé. Donc j'aimerais faire plus de contenu en rapport avec Framework parce que je trouve la marque très intéressante. J'irai voir certainement aussi les nouveautés, Asus ROG parce que j'ai toujours d'assez bons contacts avec eux et selon moi, ils font toujours des produits qui sont intéressants. Donc voilà, je vais essayer de voir des marques quand même que je connais assez bien. Donc si vous en avez que vous voudriez absolument voir, je peux essayer de les contacter d'ici là et peut-être prévoir des rendez-vous ou autre chose. Donc n'hésitez pas à me dire. Je vais aussi faire en sorte, ça c'est assez important, je le mets à part dans la timeline de ce Texama Show, mais je vais poster des trucs certainement sur les réseaux sociaux. Donc si vous ne savez pas, alors déjà, vous avez la chaîne YouTube, vous aurez des shorts. Alors moi, les shorts, il faut le savoir, j'essaye de pas forcément les publier dans la boîte d'abonnement, mes shorts. C'est la même chose avec la chaîne gaming, parce que souvent les shorts, c'est une version short d'une vidéo dédiée. Et selon moi, il vaut mieux que les gens regardent la vraie vidéo parce que c'est plus intéressant. C'est pas juste coupé, surtout qu'avant, les shorts étaient limités à 1 minute. Voilà, l'information n'est pas coupée, ils ont toute l'information.
Mais si je poste, si vous voyez un short de ma part dans la boîte d'abonnement, c'est quelque chose qui ne finira jamais en vidéo dédiée. Donc c'est une information que vous n'aurez que dans ce short-là. Je tiens à le préciser, je, je fais des versions short de certaines vidéos, mais quand je le fais, je ne le publie pas dans la boîte d'abonnement pour pas spammer tout simplement. Après, c'est possible de toujours les voir, hein. C'est une particularité de YouTube, c'est si vous ne mettez pas dans la boîte d'abonnement, ça finira quand même chez les gens en fait. Et si vous êtes abonné à moi, vous avez quand même plus de chances de voir ce short si vous regardez beaucoup de shorts sur téléphone. Donc, il faut le savoir quand même. Mais bon, bref. Et pour ceux qui veulent absolument les voir, je posterai aussi sur l'Instagram de Texama. J'ai un Instagram spécial pour Texama. J'ai aussi le Twitter où je poste pour la chaîne gaming et pour la chaîne tech. Et j'ai aussi un TikTok spécial Texama, donc ça peut être intéressant. Donc n'hésitez pas à les suivre si vous voulez justement voir un petit peu ce que je vais faire là-bas, tout simplement. Donc voilà. Et je vais en profiter aussi d'ailleurs. Il y aura le Computex évidemment plus tard en juin. Et le Computex aussi, je vais essayer de poster plus de trucs en rapport avec le Computex parce que c'est quelque chose d'hyper intéressant. Donc j'aimerais traiter beaucoup plus l'année prochaine. Aller visiter beaucoup plus de petites marques qu'on ne connaît pas forcément aussi. Ça peut être très intéressant. Donc voilà. N'hésitez pas à suivre juste ces réseaux sociaux pour justement ne pas manquer ça. Et n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous voulez voir des trucs en particulier. Vous pouvez aussi me mentionner directement sur Discord, sur mon Discord officiel, discord.gg/oraniasama. Maintenant, passons au reste des actualités. La première grosse actualité pour moi, c'est le fait que Red Magic a sorti un nouveau téléphone qui est le Red Magic 10 Pro. Et franchement, selon moi, ils ont peut-être l'un des meilleurs smartphones possibles. Alors, il ne sera pas forcément le meilleur pour tout le monde, pour tout, mais regardez les specs. Vous avez le nouveau Snapdragon 8 Elite, donc beaucoup de puissance. Vous avez un design très sympa où les caméras ne dépassent pas. C'est plat à l'arrière. Donc ça, pour beaucoup de gens, ça peut être assez important. Vous avez une batterie de 7050 mAh séparée en deux. Et du coup, vous pouvez charger jusqu'à 100 watts. 100 watts. Vous pouvez charger l'entièreté de la batterie à mon avis, même pas 30 minutes. Un écran haute définition, donc c'est un peu plus de 2K, 2000 nits, 144 Hz. Vous avez aussi le système avec le ventilateur que vous n'êtes pas obligé d'utiliser, hein, mais il y a un ventilateur. Donc si vous jouez à des jeux, vous n'allez pas avoir du thermal throttling où le SoC va surchauffer et puis après vous allez avoir des pertes d'FPS après même pas 10 minutes. Donc ça c'est plutôt bon aussi. Le modèle de base a 12 Go de RAM plus 256 Go de stockage et le plus gros modèle a 24 Go de RAM plus 1 Tera de stockage. Il utilise aussi la LPDDR5X, mais ça, voilà. Il a un écran de 6,8 pouces, donc assez gros pour beaucoup de gens, c'est ce qu'ils voudraient. Ça, c'est les specs un petit peu du ventilateur. Il est aussi bien refroidi sans le ventilateur. Il a notamment une bonne gestion de la chaleur. Vous avez, comme j'ai dit, les specs au niveau RAM. Et il a aussi des modules caméra qui sont pas trop mal, hein. On a un module caméra principal, puis il y en avait 2, 3 autres même. Il me semble qu'il y en a 3. Oui, il y en a même 4 en fait au total. On va les voir. Donc on a un 50 mégapixels plus un autre 50 mégapixels plus un 2 mégapixels. OK. Et puis à l'avant, c'est du 16 mégapixels. Et aussi, très important, alors on ne le voit pas ici. Je vais essayer de montrer une photo de l'avant. C'est le fait que l'écran, vous pouvez voir, il n'y a pas de caméra, ou en tout cas, vous ne la voyez pas parce qu'elle est sous l'écran. Et pour la première fois, c'est le premier téléphone qui me semble utiliser ça, ou peut-être un autre téléphone chinois, peut-être l'a fait avant, mais euh, il y a un écran en fait devant la caméra. Et par le passé, cet écran avait toujours été très pixelisé. Genre, ils utilisaient un écran avec des pixels plus espacés pour que la caméra puisse voir. Ici, c'est un des premiers téléphones où vraiment la densité de pixels est exactement la même que le reste de l'écran. Donc, vous ne voyez pas qu'il y a une caméra. Vous voyez juste un écran. Et vous pouvez quand même prendre des photos qui sont pas trop mal. Donc, vraiment, la faiblesse que je vois de ce téléphone, ça va être les photos. Parce que oui, il n'a pas, comparé à d'autres téléphones haut de gamme, il n'a pas le meilleur setup au niveau photo et tout ça. Mais à côté de ça aussi, un autre avantage, c'est, alors, ils n'ont pas les prix ici, mais le modèle le plus cher, avec 24 Go de RAM, 1 Tera de stockage, sera vendu 999 euros. Et les autres modèles, il y en aura même un qui sera à genre 700 euros. Et le modèle à 700 euros sera déjà largement suffisant pour la plupart des gens. Donc les prix sont plutôt honnêtes. Oui, c'est du haut de gamme. Ah, là, on va pas se cacher. Surtout qu'à mon avis, Qualcomm doit, à mon avis, demander beaucoup d'argent pour leur SoC, hein, vu qu'ils n'ont basiquement aucune concurrence au niveau smartphone Android. Donc, ils doivent demander beaucoup d'argent. Donc, c'est, à mon avis, très compliqué de faire un téléphone avec un Snapdragon 8 Elite à moins de 500 euros. C'est juste pas possible, à mon avis. Ou en tout cas, vous allez sacrifier tout le reste du téléphone.
Mais là, ils ont réussi à faire un téléphone vraiment très intéressant avec un design qui est unique. Vous voyez la caméra parfaitement cachée, le fait que les caméras à l'arrière dépassent pas. Il y a beaucoup de gens qui vont être intéressés par ça et c'est assez unique par rapport au reste de l'industrie où tout le monde a le même design, où il y a des grosses caméras qui dépassent, on a toujours une notch avec la caméra principale. Là, je pense qu'ils ont quelque chose de très intéressant et surtout, beh, au lieu d'avoir une caméra qui dépasse, ils ont rendu le téléphone un peu plus épais pour mettre plus de batterie. 7000 mAh, c'est juste énorme. Et vous pourriez vous dire, oh, c'est ce que je me suis dit, moi, le téléphone doit être lourd. 229 grammes, c'est un peu plus lourd que d'autres téléphones de la même taille, mais c'est pas incroyablement si lourd que ça. Il me semble que c'est le même poids que mon Galaxy S24 Ultra. Donc, franchement, pour moi, ils ont vraiment un très bon téléphone sous la main. Je suis assez impressionné. J'ai essayé de les contacter pour voir si je peux récupérer un exemplaire de test, ça pourrait être intéressant. Ma foi, je pourrais aussi peut-être les visiter au CES, parce qu'à mon avis, ils seront présents. Quoique, peut-être pas garanti, vu que... Oh, quoique, si, ils devraient être au CES. Mais certaines marques chinoises évitent le marché américain parce que vous avez l'exemple de Huawei qui illustre assez bien pourquoi. Xiaomi, ils veulent pas toucher aux États-Unis, hein. Ils sont en mode non, non, non. On sait ce qui va se passer si on va aux États-Unis. On va juste se faire bannir parce qu'ils vont avoir peur qu'on les espionne ou autre chose. Ils avaient aussi une tablette qui était assez intéressante. Et ça, ça devez le savoir que je suis assez intéressé par les tablettes personnellement. Et elle est genre à 499 euros. Et vous avez le dernier Snapdragon avant le Snapdragon 8 Elite. Donc un Snapdragon assez puissant. C'est le 8 Gen 3, voilà. Et des très bonnes specs aussi dans une tablette. Donc je pense que Red Magic, ces derniers temps, ils font des trucs très intéressants. Est-ce que c'est la meilleure marque ou autre chose? Encore une fois, non, parce que au niveau caméra, si les caméras, c'est hyper important pour vous, il y aura d'autres smartphones. Mais pour moi, mais surtout comparé à Asus, alors les Zenfone sont très bons, ils sont même sous-estimés selon moi. Mais par exemple, le ROG Phone, bah, c'est un peu le même design chaque année depuis de très nombreuses années, hein. Alors que ça, là, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment innovant, ça. Donc, peut-être que Asus, enfin, en tout cas, ROG devrait prendre exemple et essayer de pousser un petit peu les limites. Ensuite, en parlant de pousser les limites, mais pas forcément dans le bon sens, nous avons Google et surtout le CEO de Google, qui est Sundar Pichai, qui, j'espère que je prononce d'ailleurs correctement, qui a reprécisé que Google, le moteur de recherche Google, continuerait de beaucoup changer en 2025. Et ça, personnellement, ça me fait assez peur. Parce que depuis, franchement, depuis un peu plus d'un an, je sais pas vous, mais je trouve que Google, la recherche Google devient de plus en plus mauvaise, en fait. Déjà, ils ont essayé d'intégrer des trucs d'IA résumés qui n'aident pas du tout, qui sont même très mauvais. Évidemment, ils l'ont pas intégré à tout le monde, mais ils ont fait des tests. Moi, j'ai pu en voir et c'était juste pas bon. Il y a aussi le problème que maintenant sur Google, avant, quand vous faisiez une recherche Google, vous aviez un truc, 2 trucs sponsorisés peut-être. Ça allait. Maintenant, des fois, vous avez tout le début de la page déjà rempli de trucs sponsorisés. On peut tester éventuellement. Alors, j'ai essayé de tester avec ici, mais je pense que je dois avoir les pubs désactivées d'une manière ou d'une autre parce que je n'ai aucun truc sponsorisé en premier, donc ma foi, OK, tant mieux. J'utilise Edge pour faire les textes à ma show, donc peut-être que c'est Microsoft qui met des bâtons dans les roues de Google, je ne sais pas trop. Mais d'habitude, quand vous tapez par exemple DaVinci Resolve, qui est le programme d'édition que j'utilise, vous auriez, et j'ai déjà travaillé avec eux par le passé, mais vous avez par exemple Filmora qui se met par au-dessus et du coup vous finissez sur une page sponsorisée qui parle un peu de DaVinci Resolve, mais qui finalement met en avant Filmora, forcément. Donc voilà, c'est pas forcément le meilleur selon moi. Et donc, ces derniers temps, j'ai quand même vu, à mon avis, c'était plus sur Chrome où j'ai vu où il y avait vraiment genre 4-5 trucs sponsorisés l'un derrière l'autre et ça complique la recherche. Et moi, je me rends compte que c'est sponsorisé. Je le sais que c'est sponsorisé. Je m'y attends. Je le vois. Je sais à quoi m'attendre. Je vais regarder, voir le petit truc sponsorisé. Mais j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte. Genre les gens un peu moins, voilà, qui se débrouillent un peu moins avec l'informatique. Pour eux, ils s'attendent à ce que le premier résultat, ce soit le meilleur résultat. Sauf que c'est souvent un truc sponsorisé. Et donc, ils ne finissent pas souvent sur le bon site en tapant n'importe quoi. Et des fois, ils finissent sur un site concurrent qui, évidemment, a sponsorisé pour passer devant leur concurrence dans les recherches Google. Et ça, c'est très mauvais selon moi.
Je comprends qu'ils doivent gagner de l'argent, mais là, oui, c'est peut-être abusé. Donc, Google, au lieu d'essayer de changer radicalement le moteur de recherche d'ici 2025, peut-être essayer de faire en sorte que si vous le changez, vous le rendiez meilleur, peut-être? Ce serait bien, merci. Ensuite, on a iFixit qui a commencé à vendre des pièces de remplacement pour la Xbox série X et aussi la série S. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que ça veut dire que ça va faciliter et réduire la barrière d'entrée pour réparer justement une de ces consoles. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose selon moi. Et on peut du coup aller voir sur le Microsoft Repair Hub parce que Microsoft, depuis quelques années, a essayé de rendre leurs appareils, notamment les Microsoft Surface, plus faciles à réparer. Donc, ils ont déjà commencé à travailler avec iFixit. Et donc, maintenant, oui, ils ont rajouté des pièces pour les Xbox Series X, comme vous pouvez voir. Donc, on peut aller voir, je sais pas moi, pour la version disk drive, donc avec un lecteur de disque. On a la carte mère en entier. Bon, par contre, 699 balles. Alors là, j'ai juste envie de dire, j'ai juste acheté une nouvelle console, ça me coûtera moins cher. Ok, ça je comprends pas trop personnellement, mais ma foi, c'est cool que au moins la pièce existe. Je me dis que dans le futur, quand la Xbox sera un peu dépassée, il y aura une nouvelle Xbox. Forcément, cette pièce-là coûtera moins cher. Donc, on sait que ça existe et elle devrait continuer d'exister. Mais bon, on a aussi des plaques de remplacement. Ça, c'est plus intéressant. Aussi, le lecteur de disque. Ça, c'est évidemment très utile si vous avez un problème. Il suffit juste un enfant qui arrive, un enfant un petit peu jeune, qui arrive avec un crayon et qui le fourre dans la fente de la Xbox et qui pète le lecteur de disque. Ça pourrait totalement arriver. Si vous avez des enfants ou que vous connaissez quelqu'un qui a des enfants, je pense que vous pouvez imaginer ce scénario assez facilement. Mais là, au moins, vous serez content que vous pouvez le remplacer. On a aussi des... Ça, c'est le... On a le module Wi-Fi, plus de carte mère. Celle-là est moins chère, mais c'est la version US apparemment. On a aussi, du coup, le boîtier extérieur de la console. Ça, c'est intéressant, le boîtier extérieur. Parce que je me dis, si je peux acheter le boîtier, je pourrais essayer de faire un PC Minitix dedans. Et il faut savoir que le PC Minitix que j'ai fait récemment, d'ailleurs, il y a une troisième vidéo qui arrive très bientôt dessus, euh, il est plus petit que la Xbox. Donc, en réalité, la place qu'il y a dans cette Xbox, et évidemment, iFixit a des guides de réparation, donc il vous invite à aller voir si vous voulez voir comment ça marche, ça c'est plutôt cool. Donc, ça me permettrait de peut-être acheter pour juste 39 euros. Bon, c'est out of stock, mais ça devrait arriver bientôt. Mais je pourrais acheter pour 39 euros la coque extérieure de la Xbox et juste essayer de mettre un PC Minitix dedans, en fait. Ça, c'est plutôt cool. Ça évite de devoir en acheter une fonctionnelle et de la foutre en l'air. Et aussi, juste en acheter une cassée et de la foutre en l'air. On a aussi le ventilateur qui est. Vous pouvez acheter un remplacement, plus de modules et tout ça, et puis un kit. Il n'y a pas tout, mais il y a les plus importants, je dirais. Le lecteur de disque, la carte mère. Il manque l'alimentation, en vrai, je suis en train de me dire. Il manque totalement l'alimentation. Ça, c'est dommage. L'alimentation, ce serait certainement un des trucs qu'il faudrait qu'ils rajoutent. Mais il y a déjà quelques trucs et c'est plutôt intéressant. Et du coup, on peut combiner les deux, hein. On peut combiner la coque extérieure, qui a d'ailleurs une finition un peu bizarre. C'est pas la coque originale, je pense, ça. Et on peut combiner la plaque arrière. Et là, on a vraiment l'extérieur complet de la console, ma foi. Il y a même le pied, je l'ai vu. Ça doit être le pied, ouais. Nice. Ma foi, peut-être, hein, que si la coque revient en stock, peut-être à regarder, à essayer de mettre un PC dedans, franchement. Moi, ça m'intéresserait. Et peut-être essayer de respecter aussi le design de la Xbox où le flux d'air rentre en dessous et sort au-dessus. Il y a aussi une partie qui sort sur le côté, si je me souviens bien, mais voilà. Ça pourrait être pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, par contre, à côté de ça, Microsoft fait des efforts pour qu'on répare leurs consoles et leurs appareils. Mais à côté de ça, oui, ils l'ont reprécisé. Pour Windows 11, vous aurez besoin d'une puce TPM 2.0 et c'est non négociable. Même avec l'arrivée de la fin de Windows 10, qui sera en 2025, je vous rappelle, ils ne veulent pas bouger là-dessus et ils disent que oui, vous aurez besoin d'une puce TPM 2.0 et donc tous vos PC avec aucune puce TPM 2.0 seront basiquement obsolètes et donc deviendront en quelque sorte des e-waste. Pas totalement, parce que vous pouvez toujours mettre Linux, ça c'est la meilleure solution selon moi, ou vous pouvez juste continuer de faire tourner Windows 10. Vous pouvez aussi leur payer de l'argent pour faire continuer de tourner Windows 10, mais bon, ça, voilà. Je pense que Microsoft a déjà assez d'argent. Dans tous les cas,
c'est un peu bizarre de voir une entreprise faire des efforts d'un côté et puis de l'autre côté juste rendre je ne sais combien de PC de l'e-waste. C'est plutôt bof. Après, je suppose aussi qu'ils ont euh, quelques marques qui vendent des PC pour eux. Je pense que tous les gros constructeurs, franchement, si vous êtes n'importe qui, hein, tous les gros constructeurs de PC, vous devez applaudir une telle décision. Sans le montrer à l'extérieur, hein. Vous n'applaudissez pas devant les gens, hein. Mais vous applaudissez quand vous faites des réunions investisseurs et tout ça, vous applaudissez parce que vous savez qu'une telle décision, ça va vous faire vendre plus de PC. Parce que tous les gens qui n'auront pas des PC compatibles et qui, en 2025, vont commencer à avoir des énormes messages en plein écran de Microsoft en mode Waouh, ton PC il va mourir, il n'y aura plus de mise à jour de sécurité, c'est la misère. Ils savent que ça va leur faire vendre plus de PC. Donc, yep. Pas le meilleur pour les consommateurs, mais je suppose que c'est le meilleur pour l'industrie et c'est pour ça que Microsoft a pris cette décision. Il y a aussi d'autres raisons d'un point de vue sécurité, mais même avec une puce TPM 2.0, est-ce que vous êtes vraiment en pure sécurité sur Windows? Non, pas du tout. Il y a encore pas mal de failles de sécurité. La puce TPM n'apporte rien, franchement. Ah, évidemment aussi la puce TPM 2.0, ça aide les ayants droit, notamment tout ce qui est Netflix et tout ça, à mieux protéger leur contenu parce que cette puce permet de garantir l'intégrité notamment du hardware et donc de vérifier que vous n'utilisez pas un hardware custom ou autre chose qui pourrait être utilisé pour, je sais pas moi, télécharger illégalement des contenus, les enregistrer illégalement ou autre chose. Après, encore une fois, c'est pas la puce TPM 2.0 qui va vous empêcher de faire ça si vous voulez vraiment le faire, hein. Ensuite, nous avons AMD qui a annoncé justement qu'ils allaient faire une présentation lors du CES 2025. Donc ça, je vais essayer justement d'être présent, ça pourrait être intéressant. Donc ce sera le 6 janvier. Donc le CES commence le 7 janvier, mais le 6 janvier, vous avez toutes les grosses marques qui vont faire leur présentation. Donc AMD le fait au matin. Donc pour les gens en Europe, ça va être plus genre fin d'après-midi, si je me souviens bien. Et la présentation Nvidia, qui évidemment beaucoup de gens attendent, elle sera fin d'après-midi. Donc techniquement, ce sera en plein milieu de la nuit si vous êtes en Europe. Donc voilà, vous allez peut-être devoir attendre le matin en gros. Mais quoi qu'il arrive, nous avons la présentation et ils ont précisé que oui, il y aura des grosses annonces. Niveau Ryzen, ça, on s'attend aux autres X3D, donc le 9800 X3D, le 9950 X3D, ça c'est sûr et certain. Mais on aura aussi des annonces au niveau carte graphique. Et là, on s'attend à évidemment les RX 8000. Et on commence déjà à avoir un petit peu des leaks là-dessus d'ailleurs. Donc, alors, c'est des leaks. Et comme d'habitude avec les leaks, c'est à prendre avec des grosses pincettes. Ça semble logique. Et surtout, à chaque fois, je peux vous le garantir, à chaque fois qu'il y a des leaks en rapport avec AMD et leur prochaine carte graphique, les gens espèrent un peu de trop. Ça a toujours été le cas. Même chose avec la 7900 XTX. Avant qu'elle arrive, il y avait des leaks qui disaient qu'elle était aussi puissante qu'une 4090 et tout ça. Voilà, non. Les gens sont un peu trop. Il y en a qui espèrent un petit peu de trop. Maintenant, elle n'a pas besoin forcément de respecter ces leaks-là. Elle a juste être un bon prix, avoir des bonnes performances, avoir des meilleures performances en ray tracing. Comme ça enlève un des avantages d'NVIDIA. Améliorer aussi peut-être tout ce qui est au niveau IA et notamment un nouveau FSR. Et je ne sais pas pourquoi mon écran est devenu noir. Un nouveau FSR avec justement une utilisation de l'IA qui améliorerait largement la qualité parce que FSR reste toujours en retrait par rapport à DLSS. Et là, il serait bon. Donc là, la RX 8800 qui serait du coup la plus grosse carte graphique que va sortir AMD avec les RX 8000. Je vous rappelle qu'ils ne vont pas faire de ultra haut de gamme, ils vont se concentrer sur le milieu de gamme et l'entrée de gamme. Du coup, cette RX 8800 pourrait, selon des leaks, avoir des bien meilleures performances en rasterisation, en ray tracing surtout, ce qui semble logique. Ça, on sait qu'ils vont faire des améliorations. Mais surtout, elle pourra avoir les mêmes performances en ray tracing et rasterisation qu'une RTX 4080. Ce qui, voilà, me paraît un petit peu espérer beaucoup, mais si ça se confirme, ce serait génial. Mais je pense que c'est peut-être un petit peu trop demandé. Et elle, du coup, elle aurait des meilleures performances ray tracing que la 7900 XTX. Ça, c'est pas très compliqué par contre. Du coup, elle consommerait aussi moins qu'une 7900 XTX, qui, ça me paraîtrait pas si tiré par les cheveux. Avoir plus de performance qu'une 7900 XTX, ou même le même niveau de performance d'une 7900 XTX en consommant moins, c'est logique qu'il y il y a des nouveaux processus de gravure qui sont sortis de chez TSMC, tout à fait possible. Donc elle pourrait consommer aux alentours de 270 watts. Donc oui, elle consommerait aussi moins qu'une 4080. Et ils disent qu'elle serait aussi performante qu'une 4080.
voilà, encore une fois, à prendre avec des pincettes, mais c'est techniquement possible. S'ils ont fait beaucoup d'efforts et tout ça, c'est tout à fait possible. Il y a rien d'exceptionnel à arriver à battre une carte graphique qui est sortie là 2 ans avec un nouveau processus de gravure et tout ça. C'est pas voilà, c'est pas si tiré par les cheveux que ça. Mais quand même, le problème, encore une fois, je vous le dis, vraiment à chaque sortie avant la sortie de chaque nouvelle carte graphique AMD, en tout cas une nouvelle architecture, il y a beaucoup de spéculation et il y a souvent beaucoup de gens déçus. Moi, je veux juste que si elle a au moins les performances d'une 7900 XT, vous voyez, la 7900 XT est une carte assez puissante, elle est vendue 700 euros à l'heure actuelle. Si cette 8800 XT est vendue 500 euros et qu'elle a les performances d'une 7900 XT et en rasterisation, mais qu'en ray tracing, elle est beaucoup plus performante, elle dépasse largement les 4070 Super et même elle se rapproche des 4070 Ti et Ti Super. Mais même elle serait, parce que la 7900 XT est aussi puissante qu'une 4070 Ti. Donc si elle égale totalement une 4070 Ti Super en raster et en ray tracing, pour 500 euros, ce serait déjà très bon selon moi et je serais déjà content. Et surtout, le plus important à AMD, c'est faites-nous des bonnes cartes en dessous parce que c'est bien d'avoir une carte haut de gamme parce que 500 euros, ça reste, c'est limite du haut de gamme, mais il nous faut une bonne 8700 XT, il nous faut une bonne 8600 XT. Donc ça, il faudra voir. Ensuite, justement, en parlant de bonnes cartes graphiques milieu de gamme et même entrée de gamme ici, nous avons Intel qui a annoncé officiellement la Intel Arc B580 qui devrait sortir à 249 dollars. On va voir le prix en euros, je ne sais pas trop ce que ce sera, mais ça devrait être en dessous de 300 euros en toute logique avec la TVA rajoutée. Et plus tard, en janvier, ils vont sortir aussi la B570 qui, elle, sera encore moins chère. Du coup, la première sera évidemment la B580 qui sortira, elle sera disponible le 13 janvier, le 13 décembre 2024. Donc, quelques jours après la sortie de Texama Show. Donc, ma foi, au prochain Texama Show, on devra avoir les chiffres de performance de ces cartes. Et selon les chiffres avancés par, comme vous pouvez voir, Intel, donc là, ils ont comparé notamment la Arc A750, elle est plus performante, ce qui semble logique. Et ils ont aussi comparé. Alors, il y a un premier graphique qui monte comme ça, mais c'est selon le prix et les performances. Donc, ils disent que pour 249 dollars, elle donne 32% plus de valeur, de performance valeur, que la 4060 à 299 dollars. Ça ne veut pas dire qu'elle est 32% plus performante. Ça veut dire qu'elle donne 32% plus de valeur parce qu'elle a un prix plus bas. Donc, ça porte un peu à confusion ce graphique. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait. C'est très marketing, c'est pas bon. Mais il y avait un autre graphique, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs il n'est pas ici. Ils ne l'ont pas inclus sur la news ici, alors que c'est un graphique officiel à Intel. Mais dans un graphique, ils ont montré justement une comparaison par rapport à la 4060 et selon eux, elle serait du coup au même niveau de performance, voire même des fois en moyenne jusqu'à 10% plus performante qu'une 4060. Il y a des jeux où c'était beaucoup plus, notamment Cyberpunk, c'était assez intéressant ça. Et il y a d'autres jeux où ouais, elle était un peu moins bonne, quoi. J'essaie de retrouver le graphique parce que je sais pas pourquoi ils l'ont pas inclus sur cette news, c'est assez stupide. Ah, j'ai retrouvé le slide enfin, ça a pris un peu de temps, je sais pas pourquoi il est aussi caché. Mais du coup, comme vous pouvez voir, la B580 serait en moyenne 10% plus performante qu'à 4060. Dans certains jeux, ce serait plus. Comme vous pouvez voir, notamment, vous avez League of Legends ici, qui a des bons gains. Il y avait aussi Cyberpunk que j'avais vu. Et du coup, pour lire le graphique, alors c'est pas le graphique le plus clair, on va être honnête, mais vous avez la 4060 avec une couleur très foncée, et puis vous avez la B580 avec une couleur plus claire. Donc là, on voit que par exemple ici, dans ce jeu-là, elle est beaucoup plus performante. Voilà, c'est pas plus vous allez vers la droite du graphique, plus les performances de la B580 sont meilleures que la 4060. Non, c'est juste qu'ils ont trié par FPS moyen tous les jeux. Donc les jeux les plus à gauche, c'est pas forcément ceux où il y a le moins de gains, c'est juste les jeux qui tournent avec le moins d'FPS en moyenne. Là, on voit Cyberpunk justement, la 4060 tourne à 44 FPS et la B580 était à 63 FPS. Donc il faut voir, à prendre avec des pincettes encore une fois, à chaque fois, hein. Mais c'est des chiffres qui viennent de chez Intel, donc en toute logique, ils ont essayé de prendre les chiffres qui mettaient le plus en avant leur carte graphique. Donc, il faut voir les paramètres de test exactement. Mais un truc qui est quand même rassurant, c'est qu'il y a quand même une sacrée sélection de jeux. Et il y a beaucoup de jeux assez joués, notamment, et aussi des jeux assez lourds, notamment Cyberpunk, qui est pourtant un étalon graphique, on peut le dire, pour les cartes graphiques NVIDIA. Il y a beaucoup de technologie NVIDIA dans Cyberpunk. Et on voit que cet Intel Arc arrive à faire mieux.
Donc ça, c'est plutôt prometteur. Une des raisons pour laquelle elle ferait certainement mieux aussi, c'est parce qu'elle a, et c'est confirmé, 12 gigas de VRAM. Et la B570, elle en aura 10. Et du coup, 12 gigas de VRAM, dans certains jeux comme Cyberpunk, ça peut pas mal aider justement, parce que vous avez certains jeux qui, avec 8 gigas, vous êtes à la limite en fait. Comme il y a aussi certains jeux qui viennent des consoles qui sont portés un peu à l'arrache. Et sur console, la PS5 notamment a la carte graphique de la PS5 non pro, hein, la version normale, elle peut utiliser jusqu'à 12 gigas de VRAM. Donc elle en a 16 au total, mais il y a une partie qui est réservée au processeur forcément. Donc elle peut en utiliser jusqu'à 12. Donc quand un jeu est un peu porté à l'arrache, le problème c'est que des fois il garde cette limite de 12 gigas. Il ne se préoccupe pas que beaucoup de cartes graphiques sur PC n'ont que 8 gigas de VRAM. Et du coup vous avez ce problème-là, ce qui semble logique en quelque sorte. Donc on verra bien. Elle a aussi le slot PC Express. Là, c'est écrit que c'est un slot PC Express 4.0 x 8, ce qui est assez bizarre parce que normalement ça devait être du 5.0. Donc, ma foi, ok. On a un 8 pins au niveau de l'alimentation. Donc, oui, pas de nouveau connecteur 12 pins plus 4 pins ou je ne sais quoi. Donc, ça, c'est plutôt cool selon moi. Et donc, elle devrait consommer normalement maximum 190 watts, ce qui est plus qu'une 4060, même pas mal plus. La 4060 est très efficace au niveau énergétique. Mais si elle est vraiment 10% plus performante en moyenne, si elle coûte réellement moins cher qu'une 4060, les Intel Arc, déjà avec les A750 et tout ça, les Intel Arc avaient déjà des bonnes performances en ray tracing, il faut le savoir. Donc, ça va être, avec cette nouvelle carte, en toute logique, ils vont conserver ces bonnes performances en ray tracing. Donc, réellement, Intel a peut-être une bonne carte graphique sous la main. Si elle sort moins cher qu'une 4060 et plus performante, elle a plus de VRAM et donc plus future-proof et tout, franchement, il pourrait être vraiment pas mal. Et du coup, nous, les consommateurs, on aurait une option très intéressante d'entrée de gamme. Donc, ma foi, je l'espère. Franchement, j'espère que le graphique qu'ils ont montré confirme que oui. Même s'il n'est pas 10% plus performante qu'une 4060, s'il est au moins aussi performante qu'une 4060, s'il est moins cher et tout, avec plus de VRAM, ça pourrait être très intéressant. Autre chose, vous avez aussi Intel qui en a profité pour annoncer des nouvelles technologies. Notamment, ils ont annoncé XeSS 2, donc c'est leur upscaler évidemment, qui est techniquement peut être utilisé sur n'importe quelle carte graphique. C'est pas juste pour Intel. Donc les cartes AMD et même Nvidia peuvent utiliser XeSS. Et dans XeSS 2, du coup, ils ont amélioré la technologie. Donc il faudra voir à quel point, mais normalement meilleure qualité, peut-être plus de performance. Et surtout, ils ont introduit XeSS Frame Generation. Donc oui, comme DLSS 3.0 ou FSR 3.0, on aura la possibilité de générer des images à partir de deux images de référence et du coup, avoir beaucoup plus d'FPS. Alors, personnellement, je ne suis pas le plus grand fan de ce Frame Generation parce que c'est utile, mais c'est surtout utile quand vous avez déjà un très bon FPS dans le jeu. Quand vous avez déjà plus de 60 FPS dans le jeu, activer Frame Generation marche plutôt bien. Mais quand vous êtes à 30 FPS, vous sentez, moi je sens une sorte d'input lag ou autre chose, même s'il y a Nvidia a des technologies pour améliorer l'input lag, je sens quand même quelque chose. Et là, ils ont aussi annoncé du coup XeSS Low Latency qui va justement aider avec ça. Donc c'est l'équivalent de Nvidia Reflex qui va normalement améliorer la latence. Donc ils ont basiquement, oui, annoncé toutes les fonctionnalités de DLSS 3.0 à leur manière en quelque sorte. Il faudra voir si c'est aussi bon. Il y a déjà pas mal de tests qui avaient été faits avec la première version de XeSS qui a été aussi améliorée plusieurs fois. Et franchement, XeSS se débrouille plutôt bien. Dans pas mal de cas, XeSS vous donne une meilleure qualité et souvent des meilleures performances que même FSR. Donc Intel semble avoir plutôt bien fait leur devoir, on va dire. Donc si ils ont réellement bien amélioré XeSS 2 ici et que leur frame génération marche bien, encore une fois là, Nvidia pourrait commencer à se faire du souci. Surtout que je vous rappelle que vous allez avoir Microsoft DSR qui commence à arriver. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de jeux qui le supportent pour le moment, mais ça va bientôt arriver. Et DSR de Microsoft, c'est justement une API qui est rajoutée du coup à DirectX, qui va permettre d'utiliser des upscalers sans devoir supporter celui d'NVIDIA ou celui d'AMD ou celui de Intel justement. Vous avez une API commune et
juste en donnant des paramètres à cette API, qui sont des paramètres communs entre tous les upscalers, mais peu importe la carte graphique que vous avez derrière, au niveau des drivers, ça utilisera l'upscaler bête de Intel si vous avez une carte graphique Intel, ça utilisera celui d'AMD si vous avez une carte graphique AMD, et ainsi de suite. Et donc, les développeurs, ça facilite leur travail, et ça veut dire que les utilisateurs ont forcément la technologie qui marche, quoi qu'il arrive. Donc, juste pour dire que si XeSS est vraiment meilleur, et avec l'arrivée d'en plus de Microsoft, comme j'ai dit, DSR, SR, je ne sais plus exactement le nom, quoi qu'il arrive, ça devrait aider pas mal Intel. Donc franchement, voilà, j'espère. Franchement, j'espère. Je pense qu'Intel a vraiment besoin d'une victoire ces derniers temps parce que on peut le dire, ils se sont ramassés pas mal de choses dans la tête. En partie à cause d'eux, hein, on va pas le cacher, mais quand même, ils se sont ramassés pas mal dans la tête. Et j'ai envie qu'ils aient quand même quelque chose qui leur, voilà, qui les aide. Parce que si Intel fait faillite ou qui est racheté par quelqu'un d'autre, je ne sais quoi, ce ne serait pas bon pour le consommateur, forcément. Ensuite, vous avez même aussi un constructeur de cartes graphiques Intel qui a fait du coup une carte avec deux slots M.2. On avait déjà vu ça avec la 4060 Ti de chez Asus, si je me souviens bien, qu'il y avait un slot M.2 et c'était dû au fait qu'elle utilisait tout simplement un slot en x8 et du coup, quand vous la mettez dans un slot x16, la moitié des lignes PCI Express ne servent à rien. Et donc, Asus s'était amusé à mettre un slot SSD pour justement utiliser 4 de ces lignes PCI Express. Mais là, il y a une marque qui s'est dit, Maxon, du coup, qui s'est dit, hey, ouais, la Intel Arc, elle utilise 8 lignes. Bah, on va utiliser les autres 8 lignes. On va mettre deux slots M.2. Donc, il y a même un radiateur et tout. Ça va utiliser certainement le ventilateur de la carte graphique pour aider à refroidir le SSD. Et donc, ça va permettre d'avoir plus de stockage dans votre PC. En vrai, moi, je trouve ça bien. Parce que ces lignes PCI Express, ces 8 lignes PCI Express qui ne sont pas utilisées par la carte graphique vont être perdues de toute manière. Donc, autant les utiliser pour quelque chose. Bon, par contre, un truc bizarre, c'est que vous pouvez voir, le slot PCI Express a une drôle de tête. Donc, on dirait que c'est justement seulement un x8 ou c'est peut-être, il a peut-être cette tête-là parce qu'ils ont fait ça pour rediriger les lignes PCI Express vers les slots M.2. Je ne sais pas trop. Un peu bizarre. Mais en toute logique, il y aura toujours 8 lignes dédiées à la carte graphique et puis les autres 8 lignes seront envoyées vers le slot PCI Express. Et du coup, pour ceux qui se demandent, est-ce que la carte graphique peut utiliser le stockage des SSD? Non, c'est juste vraiment, c'est redirigé, c'est le processeur techniquement qui va gérer ces slots M.2. La carte graphique est juste là comme une sorte de carte d'extension. L'alimentation de la carte graphique va être utilisée pour alimenter les slots M.2 évidemment, mais un SSD ça consomme rien, donc c'est pas très grave. Franchement, c'est pas une mauvaise chose à avoir, surtout si la carte graphique de toute manière n'utilisait pas toutes les lignes PCI Express. Ça fait pas de mal à avoir. Ensuite, nous avons Geekom qui a annoncé un nouveau mini PC, mais pas avec n'importe quel processeur ici, parce que ce sera le premier, techniquement, mini PC qui sort avec un processeur Snapdragon X Elite. Et normalement, ça devrait utiliser l'un des plus gros des X Elite dans un petit format. Et là, je pense que ça peut être pas mal intéressant pour beaucoup de gens, parce que ça donnerait l'équivalent d'un Mac mini, en fait. Vous auriez un Mac mini mais qui fait tourner Windows, mais toujours avec une bonne efficacité énergétique, qui chauffe pas trop et tout ça, ça peut être très intéressant. Ça peut être aussi très intéressant pour les développeurs parce qu'ils pourraient acheter ça au lieu d'un ordinateur portable qui va coûter plus cher pour justement développer sur cette nouvelle plateforme. Et justement, en parlant de ça, je vous rappelle qu'il existait un kit de développement de Qualcomm qui était basiquement un mini PC avec un Snapdragon X Elite, mais il a été annulé. On en a parlé dans un précédent Texama Show, donc oui, techniquement, ce kit de développement était le premier PC de bureau, en quelque sorte, avec un Snapdragon X Elite. Mais du coup, vu qu'il a été annulé, bah, oui, Geekom est un petit peu techniquement les premiers là-dessus. Donc on aura jusqu'à apparemment 64 Go de RAM. Ça utilisera d'ailleurs euh, des modules de RAM, comme ils le disent. Est-ce qu'elle n'est pas soudée du coup, la RAM? Ça me paraît un peu étonnant. Vous avez des slots M.2, donc en vrai, il y a pas mal de choses. Donc, ça utilise le X1E 80-100, qui n'est pas le plus grand, hein, si je ne m'abuse. Il y en a encore un plus gros que ça, mais c'est un des meilleurs quoi qu'il arrive. Et donc, oui, vous pourrez. Oui, ça utilise non, ça utilise la LPDDR5. Oui, donc ça utilise un RAM soudé. Donc, forcément, oui, ça semble logique. Donc, le 80-400, comme vous pouvez voir, c'est le deuxième plus gros. Le plus gros était justement dans le kit de développement qui est le 001DE, mais ouais, ça, il est assez irréaliste, pas très utile forcément.
Je ne sais même pas si Qualcomm le vend vraiment à d'autres marques. Le seul problème de ce mini PC, selon moi, c'est qu'il va être vendu 700 à 800 euros. Et 700 à 800 euros, j'ai juste envie de dire, si vous voulez vraiment un mini PC efficace au niveau énergétique, prenez le Mac Mini M4 parce que pour 799 euros, il a 16 Go de RAM maintenant, donc c'est suffisant pour la plupart des gens. Et ouais, moi je le vois plutôt pour quelqu'un qui a vraiment besoin de Windows, mais qui veut un mini PC qui chauffe pas beaucoup. Voilà, c'est un cas très particulier, hein. Donc vraiment pas beaucoup de gens. Ou les développeurs, évidemment, qui voudraient développer sur la nouvelle plateforme ARM Windows. Ensuite, une petite news rapide, c'est le fait que NVIDIA App, donc la nouvelle application NVIDIA, est maintenant inclus dans les derniers drivers. Donc bye bye GeForce Experience. Tu avais des fonctionnalités intéressantes, mais le fait qu'on devait se loguer était très embêtant. Donc ma foi, voilà, je ne suis pas plus mécontent. Personnellement, j'ai déjà mis le NVIDIA App sur tous les PC que j'ai sous la main qui ont une carte graphique NVIDIA parce que c'est juste beaucoup plus pratique. GeForce Experience, moi, personnellement, m'embêtait tellement à devoir me loguer que des fois, je juste me loguais pas et j'étais en mode «Ah, c'est pas grave si j'ai pas le dernier driver». Donc, c'est juste pour dire. Évidemment, je le faisais pas sur ma table de bench quand je teste des cartes graphiques et tout ça. J'utilise évidemment là la dernière version des drivers. Et enfin, on a une news un petit peu particulière avec Arctic qui a sorti un PC et même un mini PC. Donc oui, le Arctic qui fait des refroidissements, même que j'ai d'ailleurs dans mon PC ici. Donc ça, c'est un 420 mm. Ils ont sorti un mini PC 100% passif. Alors, les tubes que vous voyez ici ne sont pas vraiment des tubes, ce sont en réalité juste des câbles USB, je tiens à le préciser, parce que le mini PC est dans l'énorme module ici. Il est au milieu d'ailleurs, et puis vous avez des heat pipes qui vont de chaque côté dans un radiateur avec des ailettes très espacées pour que la convection naturelle se fasse plus facilement. Et donc, c'est comme ça que c'est refroidi. Il n'y a pas de ventilateur. Il me semble que l'alimentation est intégrée. Je suis pas sûr, ça, par contre. J'essaie de voir, il y a peut-être un slot, il y a peut-être une alimentation dans une brique à part, ce qui techniquement serait passif. Donc, c'est pas plus mal. Et donc, qu'est-ce que ça utilise comme spec? Ça utilise des Ryzen 5000. Donc, les specs, c'est pas les plus intéressantes selon moi. Après, c'est quand même suffisamment bon. Et surtout, vous allez le voir, c'est pas cher parce qu'ils utilisent jusqu'à un 5700G Pro. Et ce mini PC, du coup, devrait coûter 599 euros en Europe. Ce qui est un prix plutôt raisonnable pour un PC passif. Parce que, je peux vous le dire, faire un truc, il est assez gros du coup, pour avoir un radiateur passif, ça va coûter de l'argent, hein, d'avoir un aussi gros radiateur. Ça rajoute clairement au coût de production. Et puis comme il a une forme très particulière, ils ont dû fabriquer des machines pour arriver à faire un tel truc. Donc ça coûte beaucoup d'argent de lancer un nouveau produit assez unique comme ça et le sortir à 599 euros, ça va encore. Donc moi, je vois un grand intérêt pour le marché professionnel. Là, je le vois clairement dans des bureaux où vous voulez des mini PC quand même assez puissants parce qu'un 5700G, c'est largement suffisant pour la bureautique. Donc vous pouvez le mettre dans des bureaux. Il y a toujours on l'a vu d'ailleurs, il y a toujours un socket, hein. Donc vous pouvez changer le processeur, vous pouvez changer la RAM, vous pouvez changer le stockage. Donc ça, justement, pour un environnement professionnel, c'est parfait, parce que ça veut dire que les informaticiens de l'entreprise peuvent toujours changer les pièces s'il y a des problèmes, maintenir le PC en bon état. Et à côté de ça, ça vous donne un mini PC pas trop cher, qui est entièrement passif et qui du coup fait aucun bruit et qui peuvent mettre sous le bureau. Et c'est d'ailleurs le design, vous pouvez voir, c'est prévu pour ça en fait. Les tubes qu'on dirait, c'est des câbles USB 3.0 comme j'ai dit, et ça amène à un dock où vous avez le bouton pour allumer, vous avez des ports USB, des ports USB type C, un jack, et le mini PC est plus loin sous le bureau, et comme ça, il est totalement invisible. Je suppose aussi qu'il doit avoir des sorties vidéo derrière ici, ce serait tout à fait logique de les mettre là. Et puis vous êtes bon, hein? Ah oui, là, c'est ça. Voilà. Il y a des sorties comme vous pouvez voir, donc ouais, c'est intéressant. Mais ouais, c'est clairement pas pour tout le monde. Ça, faut le reconnaître. C'est quelque chose qui est très unique. C'est vraiment un marché de niche, mais pour le marché professionnel, encore une fois, je vois un intérêt. Vous avez aussi des antennes Wi-Fi, vous pouvez voir, ils les ont mis dans le radiateur, donc ça devrait avoir une bonne connexion aussi. Donc ça peut être encore une fois un autre avantage dans un environnement professionnel. Alors personnellement, je serais assez intéressé s'ils faisaient avec un APU, genre un 8600G, un 8700G. Parce que là, les 8700G et 8600G ont beaucoup de puissance graphique
et ça vous permettrait de même jouer un petit peu à des petits jeux, vous voyez? Parce qu'ils ont le 8700G notamment a le même APU que le même GPU du coup intégré que vous avez dans les ROG Ally et tout ça. Mais évidemment, c'est une version PC fixe qui a un plus gros TDP, donc il peut même monter en fréquence plus haut. Heu, donc et le 5700G a le même TDP, il faut le savoir, que le 8700G. Donc c'est tout à fait possible s'ils utilisent une autre carte mère, en toute logique, voilà, ils adaptent un peu le design, ils pourraient le faire. Après, je suppose que ils ont pu avoir ce prix-là parce que, c'est des vieux processeurs que moins de personnes veulent et donc ils ont réussi à avoir un prix assez intéressant là-dessus et c'est pour ça qu'ils peuvent se le permettre de le vendre à partir de 599 €. Mais bon, bref, dans tous les cas, qu'en pensez-vous? Je pense que ça pourrait être très intéressant pour le marché professionnel, mais oui, pour monsieur tout le monde, peut-être pas le plus intéressant. Et du coup, sur ce, c'est à peu près tout. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez vraiment pas à laisser un commentaire en rapport avec le CS, comme je vous ai demandé en début de vidéo. Si vous avez des réactions par rapport à n'importe quelle news, n'hésitez pas aussi. On se retrouvera pour un prochain épisode. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Je vous dis ciao, ciao.